Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 18 avril. Depuis quelques heures, la ville de Morne-à-l'Eau a un nouveau maire, Philippson Francfort, seul candidat à la succession de Jean-Claude Lombion, décédé il y a 2 semaines, a été élu ce matin avec 25 voix contre 8 pour Marcienne Arfexat, pourtant non candidate. Changement, à noter ce changement de coalition au sein de la majorité municipale. Le groupe Francfort rompt avec celui de son deuxième adjoint Jean Bardaille au profit du groupe minoritaire conduit par Georges Hermin. Un renversement d'alliance que regrette le nouveau maire mornalien Philippson Francfort. Je vous propose d'écouter sa première déclaration juste après son élection. Nous sommes en deuil, mais la vie municipale doit continuer. C'est avec fierté que je reçois cette immense et belle responsabilité. C'est avec fidélité que je l'assumerai chaque jour au cours des 4 prochaines années. Cependant, je regrette que nos efforts de concertation avec le camarade Jean Bardaille et son groupe ne nous aient pas permis de poursuivre notre collaboration au sein de la majorité municipale, dans la même veine initiée par notre regretté maire. Une page s'est tournée, mais bien d'autres restent à écrire. Ainsi, nous avons mis en place une nouvelle majorité d'ouverture pour travailler ensemble dans un esprit de dialogue, une volonté de construction et de cohésion. Des propos recueillis par Jacques Dampreux, une élection dont laquelle s'est immédiatement félicité le député maire des Abîmes, Éric Jalton. Il a adressé par communiqué ses vives félicitations au nouveau maire de Morne-à-l'Eau. Politique toujours, le mouvement de l'UPLG vient de perdre l'une de ses figures politiques. Le docteur Henri Corentin s'en est allé. Ancien membre du gouvernement malien, il était aussi médecin, champion d'athlétisme et avait présidé le club de football de Port-Louis, la SPL. Dans un communiqué, le président du conseil régional, Harry Chalus, parle d'un très grand patriote guadeloupéen. De son côté, le député maire des Abîmes, Éric Jalton, parle d'un visionnaire méticuleux et grand acteur de la cohésion sociale. Enfin, le comité olympique et sportif de Guadeloupe parle d'un homme ayant transmis les enseignements et l'ardeur pour s'investir pour le sport guadeloupéen. La présidente de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, Marie-Christine Mirkidal, était d'ailleurs l'invitée hier soir du journal de 19h sur Alizé. Pour elle, le docteur Henri Corentin ne pratiquait pas la langue de bois. On l'écoute. C'était quelqu'un de très juste, je dirais, mais de très ferme. Quelqu'un de très ferme et qui savait où il voulait aller et qui exigeait de nous aussi une certaine rigueur dans nos propos, rigueur dans notre travail. Il aimait les gens qui travaillaient. Et c'est un peu ce que j'ai appris à ses côtés. Il riait. Alors, moi, je l'ai connu, jeune journaliste, très souriant, alors qu'on disait que c'était un caractère particulier, M. Corentin. Il était carré, mais il était qu'à dire ça, il n'y a dit. Pendant, il était carré. Et il était assez brutal dans ses propos, parfois, ou en tout cas assez clash, comme on dirait aujourd'hui. Je ne dirais pas brutal, mais assez direct dans ses propos. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui allait à l'essentiel et qui disait ce qu'il avait à dire, qui n'avait pas, comme on dit maintenant, la langue de bois, et qui, si vous voulez, qui était soucieux quand même de la relève. Pour lui, il fallait qu'on puisse avoir un certain nombre de connaissances, de compétences et une capacité à pouvoir continuer le combat qu'il avait entamé avec d'autres. Enfin, pour refermer cette page politique après Alain Juppé, c'est au tour de l'ancien Premier ministre français François Fillon de venir en Guadeloupe. Une visite de 2 jours. Le candidat à la primaire, les Républicains, a été reçu ce matin par le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Il a ensuite déposé une gerbe en mémoire des martyrs de la résistance, un dépôt de gerbe qui a eu lieu sur la place Camille Desmoulins, comme vous pouvez le voir sur ces images de Muriel Barlagne. François Fillon est ensuite allé à la rencontre des Guadeloupéens dans les rues pointoises avant de dédicacer son livre Faire.
Le Terra Festival, le festival du film de l'environnement et du développement durable de Guadeloupe, s'est invité hier à Beauport, Pays de la Canne, à Port-Louis. Au programme, une projection de documentaire sur des personnalités guadeloupéennes du monde agricole. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est une parole précieuse, celle d'hommes et de femmes d'expérience. Des personnalités guadeloupéennes qui ont œuvré dans le domaine de l'agriculture ou encore celui de la gestion de la forêt. Aujourd'hui, leur savoir est un héritage pour les nouvelles générations. Ils s'appellent Lucien Degras, Victor Nelson, Marie-Gustave ou Rosan Mounien. Leur témoignage fait l'objet de courts-métrages diffusés pour la première fois dans le cadre de la 13e édition du Terra Festival à Beauport. Une série intitulée « Je me souviens de demain », un projet du Parc national de la Guadeloupe. Nous sommes une société de l'oralité et ces aînés souvent n'ont pas transmis, n'ont pas écrit. Donc il était important de récolter des témoignages oraux et pouvoir les mettre à disposition des générations actuelles et futures. Nous sommes en collaboration justement avec le réseau Canopé, qui est le centre pédagogique, j'oublie un petit peu l'acronyme, mais enfin c'est un centre de ressources pédagogiques et donc à disposition de la communauté scolaire, mais aussi du grand public. Il a relancé la production de café en Guadeloupe. C'était dans les années 80, au domaine de Vanibel, à Vieux Habitants. Victor Nelson a aussi cultivé la vanille, entre autres produits de la terre. Il a su transmettre sa passion à ses deux enfants qui ont pris la relève. Aujourd'hui, il comprend toute l'importance de partager son expérience, lui qui a bénéficié de l'aide des anciens, d'où sa participation à cette série de courts-métrages. Par exemple, le café, dans le café, il y a ce qu'on appelle la taille. Et un jour, je vais chez un ancien, je lui dis, tu sais, j'ai la taille à faire. Ah, il m'a dit, mais attention, faites pas ça maintenant, hein, attendez la ligne descendante. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que l'expérience des anciens était indispensable pour la transmission. Indispensable. Parce que ce que je vous dis là, vous n'allez pas trouver ça dans les livres. Hein? Et pour moi, ce que disent ou ce que pensent les anciens est aussi important que dans un livre. Des films pour préserver la mémoire orale, un projet qui a su inspirer les slameurs Dory et Ayman. Ces deux amoureux de la langue ont déclamé l'une de leurs créations entre deux courts-métrages. Et on va prendre la direction du Brésil où les députés se sont prononcés hier soir pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La Chambre des députés a voté donc pour la destitution à 367 voix contre 167, soit 71,5% du total des voix. On rappelle que l'actuelle présidente est accusée d'avoir truqué les comptes publics. Le Sénat, composé de 81 membres, devra approuver ou non à la majorité simple la mise en accusation de la présidente. Ce vote capital devrait intervenir autour du 11 mai. Il y aura deux possibilités. Soit les sénateurs votent contre et la procédure est enterrée, soit ils votent pour et Dilma Rousseff est écartée du pouvoir pendant 180 jours en attendant un vote définitif du Sénat. Et on en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. Nous allons revenir ce midi sur ce séisme qui s'est produit en Équateur. Un séisme meurtrier avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Voici notre actualité Caraïbe. En Équateur, un violent séisme de magnitude 7,8 a fait au moins 235 morts. À Porto Viejo, l'une des villes les plus touchées, des dizaines de maisons sont détruites, un marché est entièrement dévasté, des lampadaires sont au sol et des débris éparpillés sur les trottoirs. Tous ces dégâts témoignent de l'ampleur de la secousse, la plus forte dans ce pays depuis 1979. Le vice-président Georges Glass a précisé le bilan de 235 morts et 1557 blessés, révélant que plus de 189 répliques avaient été enregistrées après la secousse initiale d'1 minute environ. L'état d'exception a été décrété. En visite au Vatican, le président Rafael Correa a déploré une tragédie d'ampleur et annoncé une aide budgétaire d'urgence d'environ 600 millions de dollars.
Plus de 14 000 membres des forces de sécurité, 241 professionnels de santé et 2 hôpitaux mobiles ont été dépêchés sur place. Des renforts arrivent de Colombie et du Mexique pour tenter de sauver les nombreuses personnes encore ensevelies sous les décombres. Près de 4 millions de personnes sont privées d'eau potable à Santiago du Chili en raison de fortes pluies qui ont sali le fleuve Maipo, abreuvant la capitale. En conséquence, les autorités locales ont mis en œuvre un plan d'urgence prévoyant l'activation de 45 réserves d'accumulation d'eau et la mobilisation de plus de 60 camions-citernes pour la distribuer à la population. Les fortes pluies qui tombent depuis vendredi sur la zone précordillère ont provoqué des glissements de terre et de pierres qui ont souillé le fleuve Maipo et l'un de ses affluents, la rivière Mapocho. L'entreprise Aguas Andinas, chargée de l'approvisionnement de la capitale, a donc décidé de couper l'eau dans 27 des 52 communes de Santiago. En raison des fortes pluies, une centaine d'habitations a été endommagée et une personne est portée disparue. L'alerte rouge a également été déclenchée pour 4 communes de cette région. Retour en Guadeloupe avec une nouvelle manifestation des parents d'élèves de Guadeloupe pour protester contre les fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine. Après Saint-Claude il y a quelques jours, les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès située dans le bourg de Sainte-Anne sont mobilisés depuis ce matin. Ils protestent contre le projet de fermeture d'une classe de l'école. Pour eux, cette fermeture n'est pas justifiée ni par les chiffres ni par le contexte socio-économique. Cette école compte notamment de nombreux enfants non francophones, des enfants en situation précaire ou encore des enfants en situation de handicap. Je vous propose d'écouter les précisions d'une représentante de parents d'élèves. Elle est interrogée par Marion Bordier. Pour que nos enfants puissent bien travailler, il faut qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Déjà, il fait très chaud dans les classes, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatisation. Alors en plus, s'il y a trop d'effectifs, ça ne peut pas se faire. En Guadeloupe, on est trop mal lotis, souvent pour beaucoup de choses. La mairie est avec nous, alors nous tenons justement pour qu'on soit soutenu par la mairie. Il y a un courrier qui est parti ce matin pour le rectorat, justement de notre mairie de Sainte-Anne, en espérant que ça va bien se passer et que nous aurons une réponse assez rapidement. Nous demandons surtout au recteur de prendre ses responsabilités par rapport aux conditions de travail de nos enfants, qui sont l'avenir en fait de la Guadeloupe. On en vient à l'actualité sportive avec tout d'abord notre point quotidien sur la Transat AG2R. Les skippers font toujours route vers l'île de Saint-Barthélemy. Après 15 jours de course, Cercle Vert est en tête. Les 3 équipages guadeloupéens se suivent toujours. Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont respectivement 9e, 10e et 11e. La saison terminée plus tôt que prévu pour le footballeur guadeloupéen Claudio Beauvu. Le pensionnaire du club espagnol du Celta Vigo s'est rompu le talon d'Achille ce week-end. Ironie du sort, l'attaquant s'est blessé tout seul le jour de son 28e anniversaire. Il sera indisponible de 5 à 6 mois. Football toujours, on jouait ce week-end la 23e journée de DH en Guadeloupe. Un match était particulièrement sous le feu des projecteurs, la rencontre entre l'USR et le Sirocco des Abîmes. Cette journée, en effet, aurait pu être le sacre du club saint-rosien, leader du championnat. Rendez-vous manqué en tout cas, puisque l'USR s'est incliné 3-2. Karine Gelman était sur place. Le Sirocco des Abîmes a gagné 3 buts contre 2 face à l'USR de Sainte-Rose, un score qui le place à la 5e position du championnat. On a gagné ce match tactiquement. Tactiquement, on ne s'est pas affolé, lentement mais sûrement, et ça a été. Il fallait qu'on gagne absolument Sainte-Rose au Lamentin. Malgré un dernier but qui a tenu ses supporters en haleine, l'USR n'a pu remporter la victoire. Les supporters sont toutefois fiers de leur équipe. Non, pas du tout, pas dessus. Je suis le supporter de l'USR et je resterai toujours l'USR. Parce que c'est un match qui était emballé par l'USR. Bon, c'est dommage qu'on a perdu 3-2. Mais normalement, l'USR restera l'équipe favorite pour cette année, c'est clair. Je suis désolé, mais on a perdu. Ça arrive, il faut perdre un gagnant. Mais on devait gagner notre match. Mais je pense qu'on serait champion quand même. Ils n'ont pas tellement joué aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas du tout joué. Ils n'ont pas joué, je ne sais pas. Le prochain défi pour le Sirocco durant les 3 prochaines journées de championnat, se positionner à la 4e place.
Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Alors même si la pluie est moins visible que prévu, je vous rappelle que la Guadeloupe est toujours maintenue en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Et cet après-midi donc, de nombreuses averses au programme sur l'ensemble du territoire. Les températures seront comprises entre 28 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi, édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Je vous retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.